Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Ganzmann. Bonjour à toutes et à tous et bonne année encore. Cette année 2025 va commencer très fort sur les médias, notamment avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Thierry. Bonjour à votre micro, Gilles. Il est pas. Il n'est pas allumé. Oui, ça commence bien l'année. Vous commencez sans micro. Bonjour, je suis content de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Et moi aussi. Valérie, elle a profité d'être encore en vacances. Vous savez comme elle est. S'il y a 2 jours à grappiller, elle les grappille. Écoutez, on est ravis de la savoir au repos. Elle retrouvera les auditrices et les auditeurs de Sud Radio très rapidement, bien sûr. Elle a encore quelques heures aujourd'hui et demain de repos. En effet, dès lundi, elle sera la Valérie Expert. Donc les médias avec Gilles Ganzmann. Et ça va démarrer très fort avec un personnage dont vous ne connaissez pas toujours la tête, bien sûr, mais qui est un grand de la télévision. Patrick Menet, l'homme du zapping de Canal+. Et puis aujourd'hui, de Vue, avec une grande soirée ce soir, Vue sur France Télévisions, sur France 2. Et puis un autre journaliste, mais lui, dans un autre univers, celui de la technologie en particulier, avec BFM et BFM Business. C'est Anthony Morel qu'on recevra dans la deuxième partie de cette émission jusqu'à 11h. Gilles, on va commencer. Technologie du salon de Las Vegas. On peut dire bonjour à notre invité. Patrick Menet. Bonjour Patrick. Bonjour. Et vous êtes l'inventeur du zapping, on le sait pas. C'est vous qui avez eu l'idée à Canal+. Vous imaginiez que ça serait une telle révolution ? Et un tel succès ? Une révolution, je sais pas, mais d'abord je suis co-créateur parce que l'histoire du zapping est une histoire un peu plus longue. C'est au départ, ça partait du principe qu'un chroniqueur voulait montrer la minute la plus vue la veille à la télévision française. À l'époque, il n'y avait que 6 chaînes. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, on pourrait faire une hebdomadaire autour de cette thématique. Et puis ensuite, éditorialiser un peu plus avec tout ce que produit la télévision et faire une quotidienne. Et aujourd'hui, voilà. Ce qu'il a fallu, c'était créer une grammaire, surtout peut-être. Oui. Et comme toutes les grandes aventures de télévision notamment, c'était collectif. C'est une idée qui est venue, qui a germé comme ça, que vous avez exploité immédiatement à juste titre, et ça a donné le succès qu'on a vu. C'était une super idée d'aller revenir sur ce qu'on avait vu et retenu des dernières heures, évidemment. On va vous retrouver tout de suite. Et alors imaginez-vous, Patrick Menet, que vous avez fait des émules, mais ça vous le savez un petit peu partout. On peut même parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, scroller, c'est presque faire son propre zapping. Et notamment ici, évidemment, Gilles Ganzmann a son propre zapping sur Sud Radio de la journée d'hier. Gilles, c'est à vous. Sud Radio Média, l'instant zapping. Je ne suis pas peu fier de faire mon zapping devant et à Patrick Menet, avec l'écoute de Patrick Menet. Je ne suis pas peu fier, je ne vous le cache pas. Alors, c'est une tradition instaurée par le général de Gaulle en 1959, Thierry, pour les vœux de l'année 1960, les vœux diffusés à la télévision en couleur depuis 1967, le 31 décembre. Et peut-être un jour, le président aura son hologramme, sera dans notre salon. On en reparlera peut-être. Déjà, il a innové cette année avec de l'image. J'y allais avec Anthony Morel. Mais pour l'instant, la première innovation, c'est un petit film de 120 secondes pour démarrer l'allocution avec Emmanuel Macron en voix off. Et puis, il est revenu à l'image. Vous voyez, on est connectés tous les deux. Pour dire que les Français devront trancher sur des sujets déterminants. Peut-être parlait-il d'un référendum. S'il l'avait fait sur la dissolution, ça l'aurait un peu déculpabilisé en disant les Français ont choisi. Parce que là, ils se sentent un peu coupables. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions. C'est le moment le plus politique, évidemment, de cette interview. Enfin, pas de cette interview, pardon, de cette allocution du président. Et le politique était très présent dans le zapping. Comment il réagissait ? Parce qu'à un moment, c'était devenu une mode de dire « Ah, je suis passé dans le zapping ». C'était un peu comme être en dernière page de Libération, non ? Patrick Menet. Je pense que c'était une façon de garder la face, parce que parfois c'était pas forcément à l'avantage des personnes qui étaient dans le zapping. Mais bon.
Ouais, c'est comme d'être dans les Guignols. C'était montrer qu'on avait de l'humour, même si on se faisait taper par les Guignols. Exactement. Ceux à qui on souhaite une bonne année, évidemment, c'est à Mayotte, où les reconstructions ont commencé. Mais à quelques jours, évidemment, de la rentrée, se pose la question où et puis avec qui? Car sachez que hier, dans le 20h de France 2, on découvrait que beaucoup de professeurs sont sans toit, sans domicile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont fait rapatrier en France. Et donc, beaucoup de professeurs et instituteurs sont partis. On découvrait ça. Vous voulez dire en métropole? En métropole. Et on découvrait ça hier dans le 20h de France 2, où on ne sait pas comment va se faire la rentrée. Ils se sont donné rendez-vous tôt ce matin. Charpentiers, architectes, professionnels du bâtiment, tous bénévoles. Leur mission, faire le tour des écoles pour constater les dégâts et commencer à reconstruire. Les dégâts sont vraiment impressionnants et même terribles. Et donc on va quand même essayer de rendre, on va dire, habitable et puis accueillir les enfants au maximum. Ça sera dégradé, mais on peut avoir sur 24 classes, peut-être 9. Voilà, ça sera toujours compliqué. On essaye d'aider au maximum. Le chantier est colossal. Près de la moitié des établissements scolaires de Mayotte ont été endommagés par le cyclone. D'autres servent de refuge aux sinistrés. Difficile d'imaginer une rentrée des classes en janvier. Allez voir le reportage de France 2 qui est assez fort sur Mayotte. Moi, je peux en passer qu'un extrait. Mais c'est sur la plateforme de France Télévisions, on peut le retrouver. Ouais, France.tv. Je voulais savoir, parce que alors vous, je sais que grâce à l'attaché de presse, que le zapping, c'est le montage de vues, c'est fait qu'il y a quelques jours, vous avez eu le temps de rajouter des images de Mayotte. Alors, il faut peut-être rappeler, oui, ce soir, pour rappeler ce qui se passe. C'est quoi Vue? Dites-nous. Il y a une soirée du zapping ce soir, Gilles, sur France Télévisions. Et c'est Vue qu'on voit d'habitude en quotidienne et qu'on voit aussi dans l'émission de France 5. Là, on va la voir toute la nuit. Toute la nuit sur France 2. 6 heures de zapping version France 2. Et c'est une façon de revoir l'année à travers le petit écran. Est-ce qu'il y aura Mayotte dedans? Oui. J'ai terminé le montage le 21 décembre. Donc, vous avez pu rajouter Mayotte. Oui, tout à fait. Savez-vous ce qui se passait le 30 mai 2024 ? Là, évidemment, je savais que vous auriez une colle pour moi et je suis incapable de me souvenir de ça. Je fais comme Vue, je regarde dans le rétro. Ouais. Pour la première fois en France, les officines de pharmacie étaient en grève. Ça n'était jamais arrivé en France. On a oublié ça, les pharmaciens qui étaient en grève. En 2007, on comptait 24 000 pharmacies. On n'en a plus que 19 000. Et en 2025, 2000 pourraient fermer. Et donc, il y a également un autre souci, c'est que dans les campagnes, c'est des déserts de pharmacies, et certains tentent de revendre leur pharmacie, ils n'y arrivent pas, donc du coup, ils la vendent pour rien. In extremis, cette pharmacienne vient de trouver un repreneur une semaine avant de partir à la retraite, après 1 an et demi de recherche. C'était mon plus beau cadeau de Noël que je pouvais attendre. Ça fait des mois et des mois que j'attendais ça. Je voulais absolument que la pharmacie reste ouverte pour la commune. Et puis pour moi aussi, j'avoue que fermer une pharmacie, psychologiquement, c'est très très compliqué quand même. Pour éviter de fermer la seule officine du village, elle l'a finalement proposé à la vente 1 euro symbolique. Un effort financier salué par ses clients. Quelle chance on a, franchement, pour un petit pays, une pharmacie, c'est indispensable. On est fiers et soulagés en même temps pour toute notre famille, tant les personnes âgées que les plus jeunes. Sa remplaçante arrivera courant janvier. Mais tous les pharmaciens sur le départ n'arrivent pas à trouver un successeur. Et c'est le dernier maillon souvent de la chaîne sanitaire, la pharmacie. C'est super important. Vous vous rendez compte qu'elle se dit, je ne peux pas laisser les gens sans pharmacie. C'est ça. Allez. Comme un médecin, je ne peux pas les laisser sans... 1 euro. Ouais. Et je vends toute une vie. Symbolique. Ça, c'est des choses que vous auriez pu mettre dans le zapping, parce que souvent, le zapping, c'est aussi... Il y a un côté très politique dans ce que vous faites. Et social. Oui, je crois que tout est politique, de toute façon, mais effectivement, dans le zapping, aujourd'hui, dans le Vue... Oui, pardon. Voilà, beau lapsus. Dans le Vue, aujourd'hui, il y a moins d'espace, en tout cas, dans la production audiovisuelle, télévisuelle surtout, il y a beaucoup moins d'espace pour l'humour, ou la satire, ou la mise à distance de nos hommes politiques ou femmes politiques et de toute la gravité qui nous entoure. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine gravité depuis quelques années... je pense que vous pouvez la ressentir vous-même. Il y a beaucoup moins de nos politiques, toutes
toutes les thématiques qui nous entourent ne trouvent pas une distance avec le rire aujourd'hui. On est moins dans le sarcasme et le second degré. Ça nous affecte un peu, je pense, notre humeur. Alors, une séquence qu'on aurait pu voir ou qui aurait pu être dans Vue. Alors, vous savez, dans beaucoup de villages du Sud, il y a un lieu incontournable, c'est la place du village. Et dans la place du village, qu'est-ce qu'il y a ? Une fontaine ou un puits dans les villages typiquement français. Une mairie. Eh oui. Eh ben, vous savez quoi ? Je devrais pas rire. Le puits du village de Barbezières, dans le sud-ouest de la France, eh ben, il y a des gens qui ont volé le puits. Oui. Mais comment peut arriver dans la tête de dire on va voler le puits ? Et ça pose beaucoup de questions. Ça, c'était dans le Trésor de France 2. Arrêtons-nous maintenant sur une des informations qui nous a le plus surpris aujourd'hui. On connaissait le vol de voitures ou encore le vol de bijoux. Voici maintenant le vol de puits. Vous avez bien entendu, le vol de puits, comme celui-ci. Une page d'histoire de ce village de Charente, volatilisé en une nuit. Allez chercher ça et qui ? Pour en faire quoi C'est que personne n'a rien entendu. La maire de la commune a porté plainte, mais les recherches n'ont pour le moment rien donné pour retrouver l'ouvrage d'une tonne et demie minimum. Je vais vous montrer la photo du puits avant. Le puits avait au moins 150 ans. Et en plus, c'était d'un seul tenant, qui fait que je pense qu'il faut quand même être équipé pour pouvoir l'ôter. Les voleurs auraient réussi à retirer le puits d'un bloc au moyen d'une grue, vraisemblablement sans l'abîmer. Quel profit des voleurs peuvent-ils tirer de la revente d'un tel objet ? Selon ce tailleur de pierre charentais, il était abîmé et vaudrait beaucoup moins cher qu'une pièce neuve. En neuf, c'est autour des 3000, mais je suis pas certain qu'il y ait une très très grande valeur, vraiment en ancien comme ça. Alors voilà, sur cet exemple, à voler des puits. Alors, j'ai fait mes 2 petites erreurs pour démarrer l'année. C'était dans le 20h de TF1, et puis j'ai un peu romancé, parce que voilà, c'est mon écriture. Non, mais ce puits, j'ai vu le reportage. Le puits était sur le côté, oui. Il est dans un champ, juste à côté de la place du village, pas très loin en tout cas, mais dans un champ, et c'est en effet délirant, incroyable. On va revenir, Patrick Menet, dans un instant avec vous, sur la façon dont peut-être vous auriez utilisé dans le zapping ou dans le Vue une idée comme celle-là, tout d'un coup, c'est complètement ubuesque, c'est presque Groland, quoi, un petit peu. Hein. On va aller chercher le puits qui sert à rien, enfin, ce qui entoure le puits et qui était une sorte d'élément du patrimoine du village. On y revient avec vous. Après la pub, on est avec vous tous et avec Patrick Menet du zapping et Gilles Gansman dans Sud Radio Média sur Sud Radio. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Patrick Menet, notre invité avec Gilles Gansman pour Sud Radio Média. Patrick Menet, merci d'être avec nous en direct pour évoquer ce soir votre zapping France Télévisions, ou plutôt Vue, ça s'appelle Vue. Ça va être la nuit de Vue, en quelque sorte, retour sur 2024. Il y avait assez de matière pour pouvoir faire tout comme ça 6 heures d'images jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à Télématin. Ah oui, j'aurais pu faire 8 heures. La difficulté, c'est pas la matière. La difficulté, c'est de trouver de l'espace pour poser un récit sur cette matière. Oui, c'est ça, il faut construire. Voilà, exactement. Pour essayer de mettre en perspective tous ces éléments, quoi. Les autres années, le format était autour de 4 heures, 4 heures et demie. Et là, j'ai demandé à la direction si je peux avoir un peu plus d'espace, en déclinant 6 fois 1 heure comme une série sur le site France.tv, puis faire la nuit sur France 2. Et je pense que c'était nécessaire parce que les événements s'enchaînent à une telle vitesse aujourd'hui pour pouvoir mettre un peu les choses en perspective et pour que ce soit lisible tout simplement, il fallait cet espace. On vient de quitter la pub quand le zapping existait sur Canal+. Il y avait aussi des extraits de pubs soit qui choquaient ou soit qui étaient très bizarres. Et du coup, c'était aussi quand vous mettiez un politique et une pub derrière ou devant, évidemment, ça changeait le sens des images. Est-ce que là, à France 2, vous avez le droit de mettre des pubs qu'on marquait cette année ou pas du tout ? J'ai placé de mémoire 2 ou 3 pubs dans l'année cette année. Je pense que la publicité fait un peu plus attention dans son éditorial aujourd'hui, mais j'ai passé de mémoire une pub pour une marque de minéral, sachant tous les scandales sanitaires qui ont lieu cette année, certaines marques, et même le contenant des eaux en bouteilles en plastique. On sait maintenant qu'on boit du plastique quand on boit de l'eau dans des bouteilles en plastique. Et puis j'ai
placer aussi une pub pour un Monopoly derrière la finance, je crois. Ah, c'est rigolo. La grande force du zapping, au fond, c'est de nous donner à voir avec le recul les cocasseries, les folies de la vie quand on met l'une à côté de l'autre, deux événements, deux images qui sont complètement contradictoires et qui pourtant sont notre quotidien. C'est ça la clé, on l'a vu avec le puits tout à l'heure, dans ce village qu'on met à côté de la construction, par exemple. C'est ça la clé même de votre sarcasme, de votre capacité à construire un récit? Non, je crois qu'il faut donner à voir. Au départ, le zapping, le vu et le zapping avant, c'était un peu l'idée, c'était de donner à voir les images ou les déclarations dont certaines personnes parlaient que les autres n'avaient pas vues. Donc là, ça évidemment, c'est un peu changé aujourd'hui parce qu'on voit tout et on entend tout. Oui. Mais donc c'est un peu un autre travail. Mais l'idée, c'est de redonner quand même la matière qui fait discussion ou polémique ou réflexion sur les 24 dernières heures, et autour de ça, essayer le choc qu'il y a entre eux. Oui, voilà, essayer de créer des contradictions, des mises à distance, essayer de dévoiler parfois derrière un mot ou une phrase une contradiction, en tout cas essayer de donner la matière à réfléchir. Après, c'est un récit qui est subjectif, mais à l'intérieur, il y a quand même, je pense... la cohérence de l'année et de ce qu'on a vécu. Le factuel qui s'est déroulé sous les yeux. Alors Patrick Thierry, c'est un peu notre Castafiore à nous, notre Falbala 2.0, Ariel Dombal. Alors vous savez elle a l'habitude de nous livrer des vidéos pour célébrer un événement. Hein. Il y a l'arrivée du printemps, elle fait une vidéo. Il y a l'arrivée du Tour de France, elle fait une vidéo. Les Jeux Olympiques, on a vu faire une chanson. Alors là, évidemment, elle pouvait pas passer à côté de la bonne année 2025. Mesdames, messieurs, voici les vœux de notre évanescente muse. Ariel Dombal. Bonne année, feliz año nuevo, happy new year. It's the year of the snail. It means renovation, freedom, happiness, joy, devotion. 2025. C'est presque une caricature d'elle-même. Ah oui, non, elle est dans une grande robe, elle est dans les champs. Et alors, elle dit Snake Year, parce que c'est l'année du serpent. Vous savez, en février, au Nouvel An chinois, on fêtera le serpent. Donc voilà pourquoi elle fait It's a Snake Year. Incroyable. Et puis, le 31, au-delà d'embrasser son voisin, qu'on ne connaît pas, c'est une horrible tradition, je trouve. Il y a désormais le traditionnel feu d'artifice à minuit, qui suit le décompte. Alors, pour concurrencer celui de la Tour Eiffel, l'année dernière, TF1 a décidé de créer son propre événement pyrotechnique à Chantilly. Bon, ils se sont dit, France 2, ils ont les moyens avec la mairie de Paris de faire un feu d'artifice. On va plutôt aller sur la réalisation, vu que la réalisation de France 2 est quand même terrible. Hein, c'est le même réalisateur qui nous assassine. C'est pas Patrick Menet, en tout cas. Le fait que non, c'est François Godebert. Il nous assassine tous les feux. Mais il est adulé par le service public, hein, parce que il réalise des clips de stars de la chanson. Alors, il est bankable. Mais alors TF1 s'est dit que là, il y avait faites un ami ce matin encore. L'année commence bien. La TF1 s'est dit que j'avais un talon d'Achille. Du coup, vous savez quoi? Ils ont mis des drones dans les feux d'artifice. Les images étaient incroyables, époustouflantes, hypnotiques. Et là-dessus, il y avait un direct. Et ce direct-là, c'était Soprano qui a chanté En feu. Alors en règle générale, Valérie déteste tous mes choix musicaux, parce que je finis le zapping en musique. Vous? Je ne vais pas dire du mal de Soprano, mais moi je m'intéresse à nouveau à notre invité, Patrick Menet, a vu ce soir. Patrick, est-ce que vous avez une idée de l'audience? C'est-à-dire, est-ce qu'on la mesure? Est-ce qu'au fond, cette nuit de retour sur l'année précédente, ça paye pour France Télévisions? Pardon d'être trivial, mais je m'intéresse à l'audience. Écoutez, moi, c'est pas mon souci premier. Mon souci, c'est que l'objet existe, parce que je pense que... Et c'est une référence. Non, je pense que c'est très rare le flux, comme je disais tout à l'heure, on a une telle vitesse aujourd'hui d'information à digérer que de créer un objet comme ça, cadré sur un temps donné, avec ces milliers d'extraits qui
qui peuvent disparaître finalement dans notre imaginaire, mais là ils sont dans la boîte. C'est ça, on en a pris acte, on peut le revoir, c'est une référence, c'est les archives, quoi. Exactement. J'espère que si on prenait cette année 2024 et qu'on la relisait dans 10 ans, on pourrait essayer de comprendre l'année qu'on vient de passer. Eh bien, Patrick Menet, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé mon après-midi d'hier, mon première journée, à aller revoir tous vos zappings, enfin pas tous, hein, évidemment, mais d'aller voir les zappings de l'époque. Et j'ai été frappé à la fois parce que notre époque se répète et à la fois parce qu'il y avait des mêmes événements. Je vous propose d'écouter un des premiers zappings. Nous sommes dans les années 80, nous sommes en 1989. Et vous allez voir par quoi il va se finir ce zapping. Écoutez bien. Et finalement, les choses ne changent pas. Et en effet, amusez-vous pour nos auditeurs après l'émission. Hein. Non, pas après l'émission, c'est vous. Plus tard, allez voir le zapping. Vous tapez zapping une année, et là. C'est assez fort. On peut les revoir en effet en tapant sur Internet le zapping. Écoutons les zappings de 1989. Restez avec nous. C'est quelqu'un qui prend l'argent et qui ne les rente pas. Fellini. Hein? Voilà, tel qu'en lui-même, un sketch improvisé, une exclusivité de la 5. C'est pas improvisé, c'est Fellini qui me doit redonner l'argent. Qui entend bien régler ses comptes avant d'aller grimper tout à l'heure les marches du festival pour cet homme aussi me doit donner quelque argent. Attention, on va régler ça. J'ai fait l'interview sans de l'argent. On va régler ça tout à l'heure ensemble. Je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que pendant des années, ça a été ou pas chiant d'être beau? C'est une question à laquelle je suis très emmerdé de répondre parce que c'est pas un problème qui s'est posé à moi. C'est-à-dire que tout le monde le dit. Tout le monde dit Delon, il est superbe et ça fait 50 ans. Il a été. Oui. Bon, disons qu'il est toujours superbe. Ça fait 50 ans que ça dure. Est-ce que c'est un problème? Ça n'a pas été un problème. Quand on se promène dans la rue, c'est un problème. Non, c'est un problème si on est beau et con, ce qui n'est pas mon cas. Oui. C'est un problème aussi si on est beau et mauvais acteur. Si je ne crois pas être mon cas, mais vous pouvez à la fois être beau, effectivement bon acteur et pas trop con. Là, effectivement, c'est pas un problème pour moi, c'est un problème pour les autres parce que ça dérange. Voilà. Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Mais qu'est-ce que vous avez dit quand vous êtes passé? Vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que c'est ça? Décidé à frapper dès que la respectabilité ou intérêts juifs sont menacés, à quelques exceptions près, tous ces jeunes juifs français seront bientôt citoyens israéliens. On aurait pu imaginer le même zapping avec, peut-être vous les avez mis, les images des Israéliens attaqués à Amsterdam. C'était les mêmes images, à part que là, c'était en 89 et en France. Et puis il y avait Guillaume Durand, on vient de le voir, on vient de l'entendre, la 5, oui, donc Guillaume Durand avec Alain Delon. Grand moment de télévision qui est revenu beaucoup depuis la disparition d'Alain Delon. Le son est parti un peu en retard, mais juste avant l'argent, il y avait un extrait de Jean-Pierre Foucault qui offrait beaucoup d'argent sur TF1, et c'est pour ça que derrière, il y avait un extrait de je vais retrouver le nom de cet acteur italien qui disait Fellini me doit de l'argent et tout ça. J'ai fait une interview gratuitement. Bon, il était assez drôle, Benigni, assez truculent, bien sûr. Mais Delon, cette image Delon Guillaume Durand, la 5, en fait, elle est revenue énormément et vous l'aviez pas raté à l'époque, évidemment. Delon qui dit bah oui, c'est un problème pour les autres si on est beau et con. Bon, mais pour moi, c'est pas mon truc. Il y a tout le Delon là-dedans qu'on a adoré détester en quelque sorte. Évidemment, comment vous faisiez à l'époque? Je parle du zapping, donc Patrick Menet, maintenant c'est vu sur France Télévisions, pour pouvoir avoir un œil à peu près sur tout, parce qu'il y avait moins de sources d'images, d'accord, mais enfin, il fallait quand même mettre en place un système qui permettait quand même d'avoir cette exhaustivité. Peut-être réagir sur Israël en se disant que finalement, on n'a rien réglé de 89 à nos jours. Oui, ça c'est certain, tout s'aggrave, même le dialogue avec Alain Delon, la représentation de soi, tout s'est aggravé. C'est vraiment, comme vous disiez, on peut prendre les 30 dernières années, finalement on raconte un peu la même chose, sauf que tout s'aggrave, quoi. Oui.
Alors revenons à la... Excusez-moi de démarrer cette année dans la joie. Oui, on y contribue, hein, c'est un peu de notre faute. Hein. Faut bien vous dire que, évidemment, avec ces extraits qu'on cite et les sujets qu'on traite. Non, je reviens à la question que je vous posais sur la méthode. Comment vous aviez mis au point un système qui vous permettait quand même d'être sur l'essentiel des images qu'il fallait pas rater? Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthodologie. Il fallait une équipe compétente qui puisse réagir sur n'importe quel univers et sujet. C'est-à-dire qu'il fallait s'intéresser à la peoplerie, à la géopolitique, aux jeux. Vous aviez une grosse équipe? Au départ, nous étions 3. Donc c'est un programme qui coûte pas cher. Télévision, vous êtes peut-être le programme le moins cher de la télé. Ça c'était l'époque. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. On est 15 et 17 aujourd'hui. Parce il y a beaucoup plus d'éléments. On enregistre à peu près 120, 130 heures d'images par jour. Parce qu'on s'en souvient pas, mais en fait, le zapping avait posé polémique à l'époque pour des histoires de droits d'auteur où on n'était pas habitué, les chaînes n'étaient pas habituées qu'on reprenne leur programme sur une autre chaîne. Et TF1 et M6 à l'époque, vous avez fait un procès, vous avez tout gagné. Moi, je ne me souviens pas de ce procès, mais je n'étais pas dans les arcanes juridiques de l'entreprise, mais je sais que ça a aidé en tout cas au droit de citation. C'est-à-dire que si vous pouvez peut-être aujourd'hui reprendre des éléments sur le lendemain ou dans la semaine, vous pouvez utiliser ces éléments sans payer un droit d'auteur. On va retrouver en tout cas tous ces archives 2024 dans ce Vu pendant 6 heures d'antenne cette nuit sur France Télévisions, sur France 2, avec cette réalisation de Patrick Menet qui était notre invité ce matin avec Gilles Gansman. On va se retrouver tout de suite. Eh bien, en tout cas là, on est au moment de la publicité. C'est parti, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Dans quelques instants, nous recevrons Anthony Morel de BFM Business, de BFM, qui est l'homme de la technologie. Et puis nous sommes en ligne avec Patrick Menet, qui est le pour l'instant, il n'est plus en ligne. Alors, je vous propose de recevoir déjà Benjamin Morel, parce qu'on n'a plus la liaison... Ça, c'est la technologie, hein, Benjamin Morel. Vous arrivez et ça y est, vous faites péter la technologie. Anthony Mais Benjamin Morel, c'est un autre journaliste. C'est un autre, que je connais aussi. Il y a toujours la confusion. Un grand politologue. Absolument. On est toujours trahi par la technologie. Oui, c'est une règle de base. Oui, vous voulez dire que c'est le micro qui a déconné, là, c'est pas Gilles Gansman. C'est probablement ça. Ça doit être ça. Bref, alors Anthony Morel, BFM, est avec nous. Patrick Menet nous a quittés. Vous êtes donc aujourd'hui sur BFM Business l'homme de la technologie, Gilles. L'homme de la technologie et surtout vous allez aller au CES. Alors il y a un vrai dispositif de la part du groupe puisque le groupe BFM. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est un grand marché, une grande réunion à Los Angeles, à Las Vegas. À Las Vegas, qui aura lieu du 7 au 14 janvier. Alors il va y avoir Tech & Co la quotidienne, Tech & Co Business. De quoi je me mêle, dont je suis fan, voilà, très bonne émission. Je le dis. En route pour demain, multijoueur pour les gamers. Vous êtes gamer, Thierry? Non, oui, comme tout le monde, non. Je suis pas un grand gamer. Non. Vous n'avez pas la PlayStation 5 pour Noël? Non, mais je suis un boomer, vous savez bien. Et culture, la génération suivante. IA, ça veut dire intelligence artificielle. Et non, je vous taquine. Ça va quand même. Ça va quand même. Alors... J'ai plein de questions sur qu'est-ce qui nous attend pour ce salon. Le salon, il y a 1 ou 2 ans, c'était l'intelligence artificielle. Ouais. C'est toujours la grande nouveauté du salon ou il va y avoir d'autres choses dans ce CES? Il y a plein de choses, mais clairement, c'est ce qui va tout balayer. Là, si vous n'avez pas intelligence artificielle dans votre présentation, quand vous êtes une entreprise qui est au CES de Las Vegas, vous avez raté votre CES. Globalement, c'est-à-dire qu'on essaye de nous vendre, parce que c'est le but. Le but du CES, c'est un immense salon. Vous avez tous les grands groupes technologiques et vous avez plein de startups. Ils sont là pour accaparer l'attention des médias qui sont là, qui se baladent et qui vont regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui va dessiner les grandes tendances de demain. Et là, c'est l'intelligence artificielle, mais vraiment à toutes les sauces. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'IA dans votre frigo, dans votre télé, dans votre salle de bain, dans absolument tous les objets de la vie quotidienne. On va intégrer en fait toutes ces briques dont on a commencé à se servir avec ChatGPT, où on pose des questions, il nous répond. Là, ça va être des objets qui deviennent intelligents. Alors à quoi ça peut servir une machine à laver intelligente par exemple?
c'est une machine à laver. Ils mettent de l'IA dans la machine à laver. Ils mettent de l'IA dans la machine à laver ou dans le frigo. De la machine à laver, ça va être par exemple, la machine, elle va comprendre quel type de textile vous avez mis à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de choisir le programme, elle va le choisir elle-même. Elle va savoir si le linge est très sale ou pas trop sale, donc elle va optimiser la quantité d'eau et de lessive qu'elle va utiliser, par exemple, et d'électricité. Le frigo, lui, il a une petite caméra intelligente et donc il va... À l'intérieur du frigo ? À l'intérieur du frigo, vous avez une caméra et donc ça va analyser, par exemple, le niveau de péremption des aliments. Est-ce que les légumes sont un peu fatigués ? Est-ce que la brique de lait a dépassé sa date de péremption ? Et à ce moment-là, vous recevez une petite alerte et on vous propose des recettes à partir des aliments qui restent dans votre frigo. Voilà, c'est 2 exemples. La télé qui va devenir intelligente, elle va savoir exactement quel type de programme vous êtes en train de regarder. Elle va optimiser la luminosité qui va pas être la même quand vous regardez un match de foot que quand vous regardez un film d'horreur, par exemple. Enfin, plein de choses comme ça. C'est vraiment l'intégration de cette brique d'intelligence artificielle dans tous les objets. Là, je parlais de la vie quotidienne, mais là où ça va être vraiment intéressant, c'est dans le domaine de la santé aussi. Là, pour le coup, vous avez des révolutions. C'est vraiment... je vous donne un exemple, un truc que je trouve génial, et c'est une start-up française qui présente ça. C'est un robot dermato. Il s'appelle Square Mind. C'est incroyable. Aujourd'hui, quand vous allez chez le dermato, vous savez... Là, on n'est plus dans le frigo. On est dans le médical. Là, on est dans de la technologie qui peut sauver des vies. C'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez chez le dermato aujourd'hui, vous savez, pour les grains de beauté, donc il a sa loupe, il regarde, bon, ça va pas, etc. Là, vous arrivez, c'est une machine, c'est une sorte de serpent robotique avec une caméra comme ça, elle tourne autour de vous. Un scanner serpent, quoi. Exactement, un scanner serpent. En 3 minutes chrono, elle a scanné chaque millimètre carré de votre peau, et c'est ce qui va pas. Elle envoie un rapport au médecin, et surtout, si vous revenez 1 an, 2 ans, 10 ans après, elle va se souvenir exactement de votre peau et donc elle va voir comment ça a évolué. Parce qu'un médecin humain, il se souviendra jamais 5 ans plus tard. D'où va cette information de ma peau qui a été filmée avec ma maladie? Où va cette information de l'IA? Est-ce que ça va dans des... alors vous savez, est-ce que ça va dans des laboratoires? Est-ce qu'il y a du commerce qui va se faire dessus? Est-ce que ça va être fiché? Alors c'est strictement interdit, c'est une très bonne question, la souveraineté et la sécurité des informations médicales. Aujourd'hui, il est interdit de les exploiter à des fins commerciales. Il y a des normes très spécifiques. C'est interdit qu'ils le font. Alors pas. après, c'est tout à fait raison. On fait confiance ou on fait pas confiance, mais la législation en tout cas est celle-ci. Et en France, puisque là on parle d'une entreprise française, il y a des normes très strictes de stockage des données médicales. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a des normes de sécurisation particulières. Donc normalement, les normes européennes et françaises sont extrêmement strictes sur ce point. Et c'est la différence des États-Unis. Exactement. Et quand vous allez faire une radio, un scanner, enfin il y a aussi une trace numérique. Donc on peut se poser exactement la même question. Là, c'est juste l'outil qui change finalement. C'est le fait que ce soit un robot, mais est-ce que l'IA n'est pas en train de tuer un nombre incroyable de professions? Moi, je crois pas. Alors, clairement, il va y avoir, vous savez ce que Schumpeter, on avait la destruction créatrice en économie. Schumpeter, c'est un grand économiste et il a théorisé la destruction créatrice. En gros, quand il y a une grande révolution technologique, forcément il y a des métiers qui disparaissent. Quand l'électricité est arrivée, forcément ou alors quand le train est arrivé, les conducteurs de calèche, forcément il y en avait beaucoup moins besoin. C'est qu'elle est recréatrice d'emplois. Voilà, c'est que derrière, en fait, la nouvelle lame de fond technologique va générer de nouveaux emplois, des emplois très qualifiés. Pour l'intelligence artificielle, on peut se poser la question parce que c'est une technologie qui potentiellement pourrait remplacer quasiment tout, pourrait tout faire à notre place. Mais en réalité, quand on y réfléchit, la plupart des métiers, ils vont pas être remplacés, ils vont être augmentés par l'intelligence artificielle. Je reprends l'exemple de la santé. Vous allez chez le médecin. Alors ok, vous allez avoir votre diagnostic par intelligence artificielle, c'est génial. Là, quand même, on peut imaginer que le dermatologue, il est un petit peu mis sur le côté parce que c'est le scanner serpent qui va très vite faire le tour de votre corps et plus vite que lui, que le dermato, qu'il faisait lui-même un par un, va tout de même aller immédiatement repérer le petit détail qui est très dangereux, en tout cas pour la personne. Et tant mieux. Mais là, ça met un peu de côté le dermato, Gilles a raison. Alors, vous avez raison, mais moi, je ne pense pas que ça va le mettre de côté. C'est-à-dire que, d'accord, l'IA est très forte pour faire du dépistage, des campagnes de dépistage de masse par exemple, mais une fois que vous aurez le diagnostic, d'accord, une fois que l'IA aura dit... là, l'IA veut dire faut prendre la pommade prix intervalle ou prix machin, et là, l'IA aurait été payée. Alors, je sais pas pour vous, Anthony finir. Moi je suis hypocondriaque, je peux vous dire que si l'IA me dit, alors là, votre grain de beauté quand même, il y a un truc un peu bizarre.
j'ai envie d'avoir un médecin humain en face de moi. J'ai envie de pouvoir discuter avec quelqu'un, qu'il puisse me rassurer, je sais pas, mais en tout cas m'expliquer le protocole. Vous voulez dire que ça va pas le chasser parce qu'on le demandera, le médecin humain d'abord, humainement, mais ensuite parce qu'il aura toujours cette culture. Alors, regardez tout de même, dans le domaine du cancer du poumon, l'IA, là, dans l'année 2024, a permis de battre, si je puis dire, les meilleurs radiologues du poumon notamment, en allant sur des repères de tout petits détails de tumeurs qui étaient des tumeurs potentielles et dont il s'est avéré finalement après biopsie qu'en réalité l'IA avait eu raison. Et pourtant, on a dit ça remplacera pas les radiologues, ça remplacera pas les cancérologues. Moi, je ne pense pas que ça les remplacera. Je pense que ce sera ceinture et bretelles. C'est ça en fait. Moi, je peux vous dire qu'en tant que patient, jolie formule. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je veux moi que le médecin que je vais voir et qui est un médecin humain utilise l'intelligence artificielle parce qu'il y aura la vision de l'humain qui sera augmentée par la vision de la machine. Comme ça, on est encore plus sûr de ne pas avoir d'erreur. Et surtout, il y a ce côté humain, psychologique, d'accompagnement du patient qui ne pourra pas être remplacé par la machine. Je donne un dernier exemple pour faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais dans les avions, un avion, on pourrait le faire voler tout seul. Un avion, ça fonctionne. Il y a des drones, etc. Sauf qu'on est quand même content aujourd'hui qu'il y ait un pilote dans l'avion, si vous voulez. Le seuil psychologique à dépasser avant qu'on ne vole dans des avions sans pilote, voilà, l'intelligence artificielle peut le faire, mais c'est pas pour ça qu'on va remplacer les humains. Vous savez, il y a des choses. Moi, je suis monté dans une voiture autonome, et c'était pour un reportage. C'était il y a longtemps, il y a 5 ans. Et moi, je n'ai pas du tout eu peur, mais mon caméraman qui a son permis, moi, j'ai pas mon permis, lui avait peur parce que lui avait le réflexe d'appuyer sur les pédales, avait le réflexe de regarder la route, de tenir le volant, de s'accrocher à quelque chose. Et moi, qui n'avais pas ce réflexe-là, qui avait l'habitude d'aller en taxi normal, j'ai pas du tout eu peur. On a pris l'autoroute, enfin c'était une route qui était faite pour les entraînements, mais on a pris l'autoroute. Et lui, dès que la voiture bougeait tout seul ou changeait de fil, il tremblait, il était paniqué. Mais moi, alors là, qui avait l'habitude de me faire trimballer, j'avais pas peur. Donc ça dépend aussi revenons de Las la Vegas. connaissance. C'est vrai. Et au CES de Las Vegas. Il y a une partie médicale au CES d'ailleurs. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la santé. Là, les robots médicaux, les intelligences artificielles. Ça peut être aussi de la santé embarquée pour la maison. Ça va être l'an dernier, par exemple, il y avait un truc génial. C'était un petit appareil qu'on aura peut-être demain tous à la maison qui permet en 1 minute chrono de faire un check-up complet de soi-même. Ça ressemble à un thermomètre. Vous avez un thermomètre à l'intérieur. Voilà, exactement. Un électrocardiogramme. Vous avez même un stéthoscope embarqué. Donc c'est vous qui auscultez vos poumons et votre cœur. Et tout ça va être envoyé à votre médecin. Donc quand vous êtes en téléconsultation, par exemple, aujourd'hui c'est un peu frustrant. Vous êtes avec le médecin, mais il peut pas faire grand-chose. Il vous voit, c'est tout. Là, en fait, vous avez un petit appareil qui permet d'avoir une téléconsultation augmentée en direct. On va se retrouver dans un instant avec vous, Anthony Morel de BFM et de BFM Business, sur ces questions qui sont liées aux innovations technologiques et comment elles rentrent dans notre vie, que vous allez développer pendant la semaine, puisque vous serez à Las Vegas depuis ce CES, ce grand marché de l'innovation technologique. Vous êtes sur Sud Radio, c'est Sud Radio Média avec Gilles Gansman. À tout de suite. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Et avec nous ce matin, Anthony Morel, journaliste technologie, journaliste techno ou tech sur BFM et sur BFM Business. Vous allez partir bientôt, Anthony, en effet, à Las Vegas pour cette grande réunion annuelle de la technologie, de l'électronique. C'est le show, le Consumer Electronics Show, c'est-à-dire qu'il s'agit bien aussi de la version qui va toucher le plus les entreprises, la tech financière, mais pas que. Et puis notre vie quotidienne, on l'a vu tout à l'heure avec le frigo et la santé, Gilles. Oui, et puis on parlera des téléphones. Alors Tech & Co, c'est la chaîne 236 pour ceux qu'on free. Pour les autres, je ne sais pas. C'est parce que j'ai pris. Je fais 235 ou 236. Ouais, 220. En tout cas, sur la chaîne Tech & Co, sur BFM Business, qu'est-ce qu'on va voir? Vous, pour la première fois, vous installez là-bas une chaîne, vous délocalisez tous les moyens du groupe BFM sur place. Absolument. Alors c'est pas la première fois. L'an dernier, on avait déjà un superbe plateau. Mais là, vous êtes à l'intérieur, c'est ça? On est à l'intérieur du salon. En fait, il faut imaginer le CES de Las Vegas, que quand on imagine un salon en France, on voit, je sais pas, le salon Porte de Versailles ou dans les grandes villes, un salon, on se balade dans les allées et c'est fini. À Las Vegas, c'est à l'échelle de la ville
ville. C'est immense, c'est le plus grand salon du monde, toutes catégories confondues, le CES. Et au milieu de ce salon, il y a un truc qui s'appelle l'Eureka Park. C'est là où il y a toutes les startups les plus prometteuses, beaucoup d'entreprises françaises, il faut le dire, on est très bien représentés. Et au milieu de tout ça, il y a le plateau de BFM Business. On est alors là, mais royal au bar, quoi. Vraiment, on est très 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 bien placé, c'est génial. Ouais. Et donc on a envoyé une grosse équipe, on est une dizaine à partir. On a mes compères Frédéric Simotel et François Sorel qui s'occupent de la tech aussi à l'antenne. Et puis on sera, on parcourra les allées pour faire découvrir toutes les nouveautés. Pourquoi, de la part d'une chaîne comme BFM Business, qui est très sur l'actualité et l'actualité du marché, des entreprises, pourquoi vous êtes présent là-bas avec de tels moyens? Qui visez-vous? Est-ce que c'est pour renouveler la génération de téléspectateurs? Parce qu'on sait bien que les jeunes quittent un peu la télé en ce moment, ils ne la regardent plus tellement, ils sont plutôt sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça que vous essayez de cibler, ou c'est parce que ça correspond dans le monde du business qui vous regarde, des entreprises, du marché, du commerce? Est-ce que c'est parce que vous voulez répondre à un de leurs besoins, parce qu'ils sont très attentifs à cet univers? C'est clairement la deuxième option, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que clairement, c'est l'un des poumons de l'économie, la tech aujourd'hui. C'est vraiment, vous ne pouvez pas, si vous vous intéressez pas à l'intelligence artificielle et à la tech d'une manière générale, vous avez rien compris aujourd'hui en termes tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de l'économie sont touchés aujourd'hui par l'impact de l'IA. C'est tout à fait ça, parce qu'on parle de la technologie, mais c'est pas la technologie, c'est l'impact que ça va avoir dans le domaine, je sais pas moi, du BTP, de la finance, vous en parliez tout à l'heure. Ça peut être dans le domaine, je sais pas, de l'éducation. C'est tous les impacts, tous les aspects de notre vie quotidienne, personnelle et professionnelle qui vont être transformés profondément par la technologie. Donc évidemment, quand on était un média d'actualité économique, on se doit d'être présent là-bas. C'est là que ça se passe. Avec de tels moyens, avec un tel investissement. Bien sûr. On n'a pas encore délocalisé toute l'antenne, c'est une partie de l'antenne, mais oui, on a vraiment intérêt à y aller avec ce genre de moyens. Ouais. Vous allez croiser Elon Musk là-bas, il vient? Il vient pas très souvent, non. Il vient pas sur ces grands salons technologiques. Il avait fait des tunnels. Oui, alors ça, je les ai testés. Il y a effectivement les tunnels. Racontez pour nos auditeurs. C'est des tunnels en fait qui ont vocation en fait à désengorger les embouteillages dans les centres-villes. Donc il a testé ça à Las Vegas. Donc c'est des grands tunnels souterrains où circulent des Tesla en fait. À l'intérieur, vous avez des Tesla autonomes. Alors pour l'instant, il y a encore un pilote, ce qui est un peu décevant. Moi, je m'attendais à ce que ce soit tout full autonome. Ça le sera à terme, mais pour l'instant, il y a quand même un humain. Et donc vous pouvez prendre des Tesla pour vous balader dans le sous-sol de Las Vegas. Voilà. Mais lui, il a ses propres événements en général et il ne vient pas. C'est comme Apple. Apple, ils sont pas au CES de Las Vegas. Ils ont leurs propres événements. Ils présentent leurs iPhones dans leur coin parce qu'ils ont une telle puissance de marque qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer au CES. Alors Thierry, pour nos téléspectateurs, j'ai 3 questions à poser, un peu conso, un peu grand public. 1. Quelle va être la grande nouveauté pour les téléviseurs? Pour les téléviseurs, alors il y a 2 choses. Pour le côté un peu gadget et effet waouh, c'est les télés transparentes qui sont les télés transparentes. Ouais, alors ça il faut que j'explique un peu. C'est comme une vitre. Donc on regarde la télé, mais c'est une vitre. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'en gros, la dalle, on est capable maintenant de faire des dalles qui sont complètement transparentes et qui peuvent s'intégrer dans une vitre, effectivement. Je sais pas, dans un mur, dans une bibliothèque, peu importe. Et quand vous l'éteignez, c'est une vitre. Elle est complètement transparente. Et quand vous l'allumez, double usage, c'est ça l'intérêt. Voilà, c'est qu'elle est complètement, en fait, elle disparaît dans le décor et vous pouvez l'opacifier quand vous allumez la télé. Vous pouvez voir la télé de manière totalement normale. Après, les télés sans fil, alors de plus en plus, c'est-à-dire que vous avez un boîtier qui diffuse l'information et donc du coup, vous n'avez plus du tout besoin de quelques câbles que ce soit. C'est un Wi-Fi complet adapté. C'est-à-dire que votre télé, vous la branchez plus? Si vous avez juste besoin du câble d'alimentation, et encore, il y a certains modèles maintenant qui sont vendus sans câble d'alimentation, avec batterie. Donc là, vous avez juste un cadre géant, la télé. Vous la mettez où vous voulez, vous l'allumez et il n'y a plus de besoin de raccordement. Le côté en rouleau, alors tout ce qui a disparu, c'était les hologrammes. Oui. À un moment, on nous promettait de voir un super-héros dans ton salon, mais pas du tout. Alors, est-ce que ça va durer? C'est des lubies tout d'un coup, et puis ça fait une mode et ça permet de parler d'une marque. Un jour Apple, le lendemain Sony, le surlendemain peut-être LG ou Samsung. Bon, très bien, ok. Ou est-ce que c'est des choses qui ont vraiment un avenir parce qu'ils correspondent à un besoin? Cette idée de télé comme un aquarium dans la journée et puis qui devient, quand vous rentrez chez vous et que vous voulez l'utiliser le soir, un véritable écran de télévision, ça va servir à quelque chose? Ça va durer? Ça, j'en suis pas du tout sûr. C'est des paris à chaque fois? Exactement. En fait, c'est ce qui est très compliqué quand vous allez au CES de Las Vegas, c'est que c'est là où donc, tous les grands groupes technologiques présentent leurs nouveautés, mais c'est très dur de faire le tri entre ce qui relève du gadget, ce qui vraiment sera oublié dans 6 mois, et ce qui vraiment va transformer profondément nos vies. Un autre exemple
exemple de ça, il y a quelques années, la tendance c'était les télé 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde avait avec les lunettes, les machins et tout. Ça a complètement disparu. Il y a 2 ou 3 ans, on ne parlait que du métavers. Vous vous souvenez du métavers, non? On parlait beaucoup du métavers. On va vivre dans le métavers avec des casques de réalité virtuelle. Ça continue en sous-main, si j'ose dire, à bas bruit. Oui, parce que c'était le projet de Facebook. Oui, et ça va s'installer peut-être. Peut-être, mais on en entend beaucoup moins parler quand même qu'il y a 2 ans. Et puis là, maintenant, c'est l'IA. Alors pour le coup, l'IA, c'est une lame de fond, c'est une révolution industrielle. Je pense que ça, on ne peut pas se tromper en disant qu'on n'est pas dans le gadget et qu'on est dans la rupture technologique réellement. Allez-y, mais pour le reste, c'est vrai que c'est compliqué des fois parce que la télé enroulable dont vous parliez, effectivement, il y a une année où c'était la mode, tout le monde présentait des télés enroulables. Il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, et je les ai pas vus dans les salons des gens. Enfin, dites-nous, hein, mais je connais personne qui a une télé enroulable à la maison, quoi. Non, mais par exemple, Samsung avec son petit téléphone qui se plie, on est dans cet univers. Gilles, alors autre question. Et oui, j'allais aller sur le pliable un petit peu après, mais j'ai une question juste avant, qui est un peu la révolution de cette année. Est-ce que à Noël, j'aurais dû acheter les nouvelles lunettes qui désormais tout le monde a, qui sont des lunettes connectées. Je me rappelle plus de la marque. C'est Meta Ray-Ban. Non, je parle je parle des Ray-Ban. Meta avec Meta ex Facebook, hein, donc Mark Zuckerberg, ils se sont alliés avec EssilorLuxottica, grand groupe de lunettes, donc propriétaire notamment de Ray-Ban. Ils ont sorti des lunettes de soleil avec de l'IA à l'intérieur. Vous les avez vues, Thierry? Alors c'est vrai qu'elles sont. Alors c'est aujourd'hui. Je les ai pas portées, mais je les ai vues. Et quel est l'intérêt de Alors, en ça? fait, je vous filme. Alors, vous pouvez filmer ce qui se passe, il y a des petites caméras embarquées, et vous avez une IA embarquée aussi qui va permettre d'analyser l'environnement qui m'entoure, donc de me dire où je suis, quel est le monument qui se trouve en face de moi, de répondre à des questions, de passer des appels, etc. etc. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes tendances. Il va y en avoir plein au CES, tout le monde est en train de se lancer sur ces lunettes intelligentes. Il y a toutes les chances que ça, pour le coup, c'est une façon, entre guillemets, d'être déjà un peu la femme ou l'homme augmenté, celui ou celle qui porte ces lunettes, qui déjà a un guide en quelque sorte qui est là parce qu'elles sont connectées, qu'elles sortent de l'intelligence. On est en direct sur finalement Internet et on a la bibliothèque, l'encyclopédie qui vous parle alors que vous portez des lunettes. Oui, avec un vrai danger. Hein. Je vous regarde et je dis c'est qui lui? Et là je vois c'est Thierry Guerrier, animateur. Non, mais donc ça risque d'exister. Vous vous rendez compte, vous n'avez plus d'intimité. On est au restaurant, on est d'accord qu'il peut identifier, ces lunettes peuvent identifier les gens. Alors, pas en France pour l'instant. Non, alors elles peuvent pas. Normalement c'est pas possible, mais il y a des gens qui ont réussi à hacker les lunettes, à les coupler avec un logiciel de reconnaissance faciale, et à ce moment-là, effectivement, vous allez scanner, là par exemple, je vous scanne tous les deux, et les lunettes vont trouver tous vos contenus sur les réseaux sociaux, enfin votre profil sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est possible, mais c'est pas autorisé. C'est pas à l'origine dans les lunettes. Non, c'est pas dans les lunettes à l'origine. Dans les lunettes, vous pouvez appeler, téléphoner, évidemment, écouter de la musique, mais lui poser plein de questions. Alors les fonctionnalités intelligence artificielle, pour l'instant, en France, on n'y a pas accès. Ça aussi, c'est un point intéressant, hein, c'est qu'en France, on a la législation qui interdit, alors est-ce que c'est bien ou pas bien, moi j'ai mon idée sur la question, mais en tout cas qui aujourd'hui empêche un certain nombre de fonctionnalités intelligence artificielle d'arriver. Donc vous pouvez acheter les lunettes, mais vous n'avez pas accès à tout. Même si je les achète à Londres? Oui, parce que elles seront désactivées en France. Ça se désactive automatiquement parce que c'est géolocalisé. C'est la règle qui s'applique électroniquement sur le territoire où vous êtes en fait. Alors j'ai vu qu'au CES allait être présenté des fours micro-ondes avec un écran. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un écran sur son four micro-ondes. Son frigo. Oui, son frigo. Alors ça va servir à quoi? Alors ça va servir à quoi? L'écran, on peut estimer que l'écran il va vous montrer des recettes par exemple en temps réel à partir des éléments que vous avez mis dans le micro-ondes, ou peut-être il va vous donner des conseils de cuisson. Franchement, on est quand même là dans l'ordre du gadget. Vous avez même mieux que ça, hein. Vous avez le four qui filme ce qui se passe à l'intérieur du four et vous pouvez le voir sur votre téléphone. Et qui vous dit attention, ça va trop cuire. Voilà, et vous avez la cuisson du poulet en direct. Vous pouvez suivre ça sur votre téléphone. Ma comparse Valérie Expert. Bon, Maïté se retourne dans sa tombe. Valérie Expert se moquait de moi parce que j'ai acheté un air fryer dont je suis fan, et mon air fryer il est connecté en Wi-Fi. Et donc elle m'avait écrit sur WhatsApp. Qu'est-ce que c'est que le air fryer aux auditeurs? Tout le monde a eu un air fryer. Vous avez pas eu. C'est comme la montre. Si vous n'avez pas de air fryer, vous n'avez pas réussi votre vie. Eh ben non, moi j'ai la vie ratée. Je ne sais pas ce que c'est qu'air fryer. J'aime pas quand on met les gens de côté. Je veux qu'on raconte aux gens ce que c'est un air fryer. C'est les nouveaux fours. Enfin, c'est une friteuse censée être une friteuse sans huile qui fonctionne avec des résistances, qui pulse l'air et l'air et la chaleur tournante. Et du coup, au lieu vous avez des frites
croustillantes, parce que truc. Et vous avez des frites croustillantes, mais vous pouvez aussi faire du poulet ou plein de choses. Et c'est un anglicisme, l'air fryer. Ouais, moi j'en ai pas non plus, Thierry, je vous le dis. Bref, donc avec un écran, j'en ai pas. Donc. Avec un écran. Revenons à l'écran, Anthony Morel de BFM qui est avec nous, qui est l'invité de Sud Radio Média ce matin. Anthony Morel, ces innovations-là vont encore se développer et seront présentées au CES cette année à Las Vegas. Bien sûr, absolument, ça va être l'une des grandes thématiques. En fait, il y a tous les grands groupes d'électroménagers, alors on les connaît plus pour l'électronique, mais Samsung, LG, etc., qui sont là. En général, en plus, c'est assez marrant parce que c'est vraiment la compétition. C'est celui qui montrera le plus beau four, le plus beau frigo. Donc ils arrivent, il y en a certains qui sont en coulisses et ils les sortent pas. Et quand ils voient que le concurrent a sorti le frigo avec le super écran, ils sortent eux aussi le frigo avec le super écran. C'est vraiment la compétition, c'est assez marrant. Ça va arriver en France, les téléphones en trois écrans ? Oui, bien sûr, ouais, ça va arriver en France probablement cette année. Donc pliable, mais avec trois clapets. Ouais, absolument. Acheter. Il nous reste une minute à peu près. Oui, je voulais savoir quel t-shirt vous préférez, le mien ou celui d'Anthony Morel. Nous sommes le roi des t-shirts. C'est vous qui partagez. Non, Anthony Morel, ça fait partie de son image. Il est à l'antenne toujours avec cette veste et ce t-shirt avec un là en l'occurrence donc. C'est Vegeta. C'est Vegeta, un personnage de Dragon Ball. Mais j'aime beaucoup le t-shirt vignette auto. J'ai failli mettre Goldorak. C'est assassin ce que vous faites, Gilles, parce que ils sont sur YouTube, même si nous sommes via YouTube et la télévision, pour les encourager. Finalement la télévision YouTube de Sud Radio, eh bien nous sommes tout de même en radio, donc tout le monde ne voit pas ce que nous sommes en train d'évoquer et peut-être de décrire. Et dernière question, c'est techno chez vous ? Est-ce que les marques offrent facilement des choses aux journalistes ou pas du tout, ou c'est interdit chez Tech & Co ? Non, en général elles prêtent beaucoup parce qu'il faut qu'on teste. Typiquement les nouveaux téléphones qui arrivent, on les teste, mais après à la fin on les rend. Patrick Menet tout à l'heure du zapping et de Vue ce soir sur France 2 et Anthony Morel de BFM étaient les invités ce matin de Gilles Gansman et de Sud Radio Média. Merci, à tout de suite. Ce sera Mettez-vous d'accord avec les invités du débat. Sud Radio, c'est la radio du débat. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.